Bien, alors j'aurais préféré prendre la température avant de m'exprimer, mais bon, je vais le faire. Donc, je suis Gérard Vincent, délégué général de la Fédération hospitalière de France. Alors pour dire que je suis très heureux que l'assistance publique hôpitaux de Paris ait pris cette initiative, parce que dans mon vécu quotidien, je ressens la nécessité d'avoir des éclairages médico-économiques qui malheureusement font défaut. Alors je vais citer trois exemples. Un exemple sur les urgences. J'entends dire par certains que la présence de maisons médicales de garde accolées aux hôpitaux est extrêmement bénéfique. Et d'autres me disent que ça ne sert à rien. Qui a raison, qui a tort? Quel bénéfice pour la collectivité? On n'en sait rien. Et personne n'est capable de répondre. Deuxième exemple, ce qui est celui de la chirurgie ambulatoire. L'absence d'études médico-économiques a permis à la Cour des comptes de dire qu'on pouvait faire 5 milliards d'économies rapidement, sans coup fait rire quasiment. Et puis, quelques jours plus tard, l'inspection des finances et l'IGAS disent pas du tout, c'est peut-être le 10e de cette somme, mais c'est pas plus. Qui a raison, qui a tort, on n'en sait rien. Donc on se lance des chiffres à la figure, à la cantonade. Je trouve que ça ne va pas très sérieux. Et enfin, le troisième exemple que je voudrais citer, un exemple récent qui a fait l'objet de débats à Chamonix la semaine dernière à l'occasion d'un colloque de bilan-entreprise économique, qui est celui des coopérations. Certains prétendent que la tarification de l'activité est un frein au développement des coopérations. En tout cas, c'est ce qu'on a lu jusqu'à présent un peu partout. Et c'était la thèse communément admise dans les milieux concernés. Or, un économiste, Laurent Cache, qui connaît bien la T2A, a affirmé la semaine dernière, pas du tout, la tarification de l'activité n'a pas du tout freiné les coopérations. La preuve, c'est qu'il en existe. Alors, on peut lui répondre qu'il y en aurait peut-être beaucoup plus s'il n'y avait pas eu un système de ce type. Mais là encore, voilà des affirmations qui ne sont pas étayées. Et donc, je constate qu'on passe son temps, mais on est souvent confronté à des prises de position un peu caricaturales qui ne font pas avancer le débat et qui, tout simplement, montrent l'insuffisance de notre réflexion médico-économique. Donc voilà ce que je voulais peut-être dire pour lancer le débat. En tout cas, moi, je ressens, en tant que avocat du système hospitalier public, le besoin d'étayer un certain nombre d'argumentaires. Et aujourd'hui, je suis souvent désemparé, parce que je suis en face de thèses exprimées avec beaucoup de conviction par certains interlocuteurs, des gens extrêmement sérieux, mais qui malheureusement ne convainquent personne, puisqu'ils sont contredits quelques minutes plus tard par d'autres qui affirment la thèse inverse. Donc je suis très heureux qu'on puisse, à l'occasion de la création de cette chaire, avancer sur des sujets de ce type. Mon seul souhait, c'est qu'on ne se contente pas de grandes théories sur les sujets couramment débattus, qui sont nécessaires bien sûr, qui sont traités par le Haut Conseil pour l'assurance maladie, qui travaille beaucoup et très bien, sur la direction de la recherche du ministère ou la Haute Autorité de Santé. J'aimerais qu'on prenne à bras-le-corps des sujets aussi concrets que ce que je viens de citer, et qui touchent au quotidien des professionnels, et donc des décideurs de santé et hospitaliers, qui pour l'instant, souvent naviguent à vue, et au gré des humeurs du moment, ou des idées lancées par les uns ou par les autres, subissent ou même s'orientent dans des voies qui sont souvent un peu hasardeuses. Merci. Mais comment vous voyez le rôle de Hospinomics moi, ce que j'attends de la part de Hospinomics, d'abord, je souhaiterais que Hospinomics travaille en partenariat, y compris en termes de financement. Moi, je pense qu'il faudrait raisonner un peu à l'anglo-saxonne, avec des financements publics et des financements privés. Moi, je souhaiterais que Hospinomics fasse aussi un peu de veille internationale, qu'on sache un peu ce qui se fait à l'étranger sur certains sujets, parce que les thématiques, les problématiques sont un peu les mêmes dans l'ensemble des pays développés. Et donc, je répète, je souhaiterais que ce soit assez concret. Il a existé à l'assistance publique il y a pas mal d'années, quelques décennies, un organisme qui s'appelait le CEDIT, et qui avait excellente réputation, et qui éclairait les décideurs, qui éclairait le directeur général de l'assistance publique à la commission médicale d'établissement sur les choix à faire. Alors pourquoi est-ce que le CEDIT est tombé en désuétude? Alors la thèse la plus connue, je ne sais pas si elle est vraie, c'est celle qui consiste à dire quand les chefs de service de l'assistance publique partaient à l'étranger et revenaient avec des idées pour développer telle ou telle activité ou tel et tel équipement, ils se voyaient souvent opposer les études médico-économiques faites par le CEDIT. Et on dit que le CEDIT a beaucoup agacé
une partie de la communauté médicale, et par conséquent, on l'a finalement petit à petit tué à petit feu. Ou pas vrai, je ne sais pas. En tout cas, je pense que cette chaire, c'est un peu, enfin pas le renouveau du CEDIT, mais c'est un peu une deuxième chance pour ces études médico-économiques, que j'ai connues quand j'étais jeune directeur à l'assistance publique, et qui faisait un peu l'admiration de tout le monde. Seul regret, à l'époque, le CEDIT ne servait qu'à l'assistance publique, alors que je pense que la chaire Ospinomics doit servir à l'ensemble du monde hospitalier. La Paix de Paris étant quand même la grande sœur ou le grand frère de tous les hôpitaux, elle a un devoir d'exemplarité, d'exemple et de réflexion avant les autres ou pour les autres à effectuer. Merci beaucoup. Si vous voulez bien. Oui. Bonjour, mon nom est Anne Lemay, je suis directrice de l'Organisation des services et de la performance à l'Association québécoise des établissements de santé et services sociaux du Québec. Donc, Mme Rochex m'a demandé de venir vous partager une expérience qu'on a mis en œuvre depuis quelques années dans mon organisation pour soutenir nos membres, qui sont 125 établissements de santé, tous les hôpitaux du Québec, et aussi ce qu'on appelle les CSS, qui sont des intégrations verticales des hôpitaux avec les établissements de soins prolongés, et les CLSC, qui sont des institutions, merci beaucoup, qui offrent des services à la communauté directement. Je crois que vous devez parler plus proche de nous. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est un projet de transfert d'informations sur la performance et la qualité de nos membres. Je vais vous parler un petit peu du contexte. On est en train de vivre un tsunami, tout simplement, dans notre système de santé actuellement. Notre ministre de la Santé nous a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale la semaine dernière où on va passer de 182 établissements à 28. Donc, il va y avoir disparition des agences régionales qui vont se fusionner avec les établissements locaux. Tous les membres des conseils d'administration vont perdre leur position. Tous les DG, tous les directeurs régionaux généraux des établissements perdent leur emploi au 31 décembre. Et on a aussi une crise budgétaire importante. Donc, on a demandé au système de santé, qui représente 50% du budget de l'État, de faire un effort important. Et on va avoir un deuxième projet de loi qui va être déposé sous peu, qui va faire en sorte qu'on va mettre en œuvre une espèce de T2A aussi au Québec. Donc, dans ce contexte-là difficile, mon organisation a mis sur pied déjà depuis quelques années un projet d'évaluation et d'amélioration de la performance de ses membres. Donc, c'est une innovation dans le sens que notre ministère de la Santé et ses organismes ont depuis toujours évalué la performance presque exclusivement en regardant l'équilibre budgétaire. Donc, on a adopté une définition englobante et intégrée de la performance. Donc, on considère 13 dimensions de la qualité de la performance. Nous utilisons les données probantes pour établir les cibles d'excellence. Donc, c'est une belle façon aussi d'amener nos membres à adopter des données probantes et à voir où ils en sont, chacun d'eux, par rapport à l'adoption de ces données probantes. Donc, on identifie des cibles d'excellence plutôt que de travailler avec uniquement des groupes de comparaison où on regarde les établissements par rapport à la moyenne du groupe. Donc, ce que je dis souvent à mes membres, si on se compare à la moyenne, nous allons toujours rester moyens. On regarde aussi, on a développé aussi une documentation méthodologique très détaillée qui permet à nos établissements de reproduire les mesures de performance qu'on a développées pour eux. Nous en sommes maintenant, au mois de décembre, à diffuser et transmettre les résultats individualisés de nos membres avant leur disparition. Donc, mais ces informations-là vont être très pertinentes pour réaliser les fusions qui leur sont prescrites. Donc, on est au temps 2, je dirais. On a un temps 0 où on mesure 400 indicateurs. Donc, vous allez dire c'est complexe, mais on a 200 indicateurs de performance qui sont regroupés en scores par dimension et on a à peu près 200 indicateurs qui viennent illustrer le contexte de chacun des établissements. On retrouve, parce que nos établissements ont des responsabilités par rapport à des populations données, donc on décrit aussi les caractéristiques de cette population-là. C'est dommage, j'avais des belles figures, mais on présente
à nos membres leurs résultats par rapport à une atteinte de cible d'excellence où on représente par rapport à un score de 100%. Nous avons aussi évalué, on a parlé tantôt d'évaluation d'impact, donc on a évalué l'impact de ce qu'on faisait auprès de nos membres. Donc, on va l'évaluer en regardant si la performance s'est améliorée au temps 2 par rapport au temps 1 et au temps 0. Mais nous avons aussi effectué un sondage auprès de tous nos membres pour connaître quelles avaient été les utilisations qui avaient été faites de ces rapports-là. Donc, les 2/3 des établissements nous disent qu'ils ont utilisé nos rapports pour faire des plans d'amélioration, des plans de retour à l'équilibre budgétaire, leur planification stratégique ou encore les soutenir dans leur démarche d'agrément, qui est une démarche obligatoire aussi au Québec. Et là, on est à développer des approches de, je vous dirais un peu genre service-conseil pour aider nos membres à implanter des démarches soit individualisées ou par région d'amélioration de la performance, où au lieu d'amener nos établissements à réduire leurs dépenses uniquement, on les amène à mettre le focus sur le bien-être et la santé de leurs patients en travaillant sur la pertinence, la sécurité. Et les économistes de la santé le documentent de plus en plus ces dernières années parce qu'on sait que la non-qualité coûte très, très cher. Donc, on est capable, avec nos systèmes d'information au Québec, de calculer le coût de la non-qualité. Donc, on est capable de chiffrer les gains qu'ils peuvent réaliser en implantant les solutions qu'on leur propose. Donc, en conclusion, l'évaluation de la performance selon une conception globale et intégrée est très récente au Québec et étrangement, c'est mon organisation qui assume un leadership en cette matière. Donc, notre ministère de la Santé, les régies régionales qui vont être, je vous dis, abolies, mais intégrées dans nos organisations, ont très peu fait depuis 40 ans, depuis la mise en place de notre système public de santé. Le développement d'une culture durable de performance et qualité constitue une démarche complexe, mais incontournable. En s'appuyant sur des cibles d'excellence établies en fonction des données probantes, et entre autres, nous utilisons les cibles qui sont établies, par exemple, par le IHI aux États-Unis ou notre organisme d'agrément au Canada. On favorise l'adoption de ces pratiques et l'atteinte de résultats optimaux pour les patients et la population. Et nous préparons aussi nos établissements à l'implantation du financement à tarification à l'activité. Mais avec le rapport qui a été déposé au gouvernement il y a quelques mois, on sait déjà que ce financement-là va tout de suite incorporer des incitatifs à l'amélioration de la qualité. Donc, c'est important que nos membres sachent où ils en sont par rapport à différentes dimensions qui sont mesurées et prises en compte dans le financement à l'activité dans les différentes juridictions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean de Beaupuy, directeur général de l'offre de soins. Merci aux organisateurs, à l'Assistance publique, Hôpitaux de Paris, à Mme Rochex, de me donner l'occasion de rappeler un petit peu quel est le fil rouge de l'évaluation médico-économique dans ces développements récents en France. Ce sont des révolutions encore silencieuses parce qu'elles sont balbutiantes, mais vous allez voir que nous pensons que la chaire Ospinomics répond certainement aux enjeux que nous essayons de soutenir et de développer depuis quelques années. Alors, parmi les instances d'évaluation présentes, donc je ne peux que citer le fil rouge du partenariat avec la Haute Autorité de Santé, représenté par son président Jean-Luc Arousseau. Bon, ça, c'est plutôt pour tout ce qui est produits de santé et actes, et notamment avec la commission d'évaluation économique et en santé publique qui a travaillé depuis 2008 sous la présidence de Mme Rochex, précisément. Et pour lequel certains développements sont portés notamment par le PLFSS, puisque nous avons proposé d'étendre l'évaluation économique non seulement aux produits de santé, puisqu'un décret d'octobre 2012 demande que
tout produit de santé dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 millions d'euros fasse l'objet d'une évaluation économique préalable qui permettra ensuite de fonder certaines décisions de la HAS, et nous avons proposé que ceci soit étendu également aux actes médicaux, ou en tout cas une approche plus globale de ce qu'on appelle les actes compagnons, c'est-à-dire les choses qui vont, les développements des actes qui vont avec certains produits de santé, mais qui intéressent bien plus largement l'organisation du système de santé, que ce soit d'ailleurs entre la ville et les établissements et entre les différents professionnels concernés. Donc ça, c'est un premier point. Parmi les institutions d'évaluation présentes, il y a également le commissariat général à l'investissement, puisque depuis 2 ans maintenant, même si le décret ne date que de juin 2013, il avait largement été anticipé. Nous recherchons ensemble et nous documentons, vous allez en parler, Madame Gastaldo, des données probantes sur les décisions d'investissement en santé au sens large, puisque c'est désormais une obligation pour tout investissement public, et particulièrement dans le domaine de la santé. Il y a maintenant plus d'une vingtaine de dossiers d'investissement, de choix d'investissement, qui ont fait l'objet de progrès méthodologiques et d'une traçabilité beaucoup plus importante, des fondements capacitaires, territoriaux, de conception technique du projet et de soutenabilité financière du projet, en sécurisant un certain nombre de décisions publiques, et ça va continuer dans le futur pour les dossiers qui ne sont pas encore passés. Alors, tout le monde connaît la révolution apportée en matière de recherche clinique par le PHRC depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Au sein de ces différents outils type PHRC, en 2012, la DGOS a créé un programme de recherche spécifique sur la performance du système de soins qui s'appelle donc le PREPS, et en 2013, un programme de recherche médico-économique qui a pris le relais d'un autre programme qui s'appelait le programme STIC, si je ne confonds pas. Et donc, en termes de développement scientifique, puisqu'il s'agit de programmes de recherche sur jury international, ces programmes continuent de monter en charge, mais sont faits pour soutenir, avec des dotations annuelles de plusieurs millions d'euros, l'évaluation médico-économique en France, et pour fonder les différentes décisions des pouvoirs publics sur proposition des cliniciens et investigateurs. Nous avons également étendu ce dispositif à des structures de soutien à la recherche qui s'appellent, bien connues, notamment dans le milieu universitaire, qui s'appellent les directions à la recherche clinique et à l'innovation, et les groupements interrégionaux de recherche clinique et d'innovation, les DRCI et les GIRCI, là aussi qui reçoivent quelques millions d'euros et qui sont là, donc prenons le prolongement des actions du CEDIT déjà cité, pour donner aux décideurs locaux et régionaux, voire nationaux, des évaluations économiques qui répondent au canon scientifique de l'évaluation économique. Alors, dans le prolongement de ces révolutions encore silencieuses ou qui montent en charge, demain, pour systématiser le recours à l'analyse économique, nous souhaitons que le forfait innovation, après les 2 premiers dispositifs qui viennent d'être agréés, prenne plus de place dans le système de santé français. Nous souhaitons que ce qui existe pour les produits de santé, c'est-à-dire l'analyse socio-médico-économique préalable, soit étendu aux actes médicaux et aux actes compagnons. Nous souhaitons que la réflexion s'étende aux différents champs disciplinaires, parce que ce n'est pas uniquement le point de vue de l'assurance maladie obligatoire qui compte, mais aussi l'assurance complémentaire, l'impact sur les aidants, enfin, donc tout ce qui est l'évaluation socio-économique au sens le plus large, tel que souhaité par certains. Et nous avons prévu que dans la mécanique d'allocation des dotations mairies, cette réalisation des études médico-économiques soit prise en compte et serve aussi à l'attribution d'une partie des mairies. Pour terminer, et je rejoins donc le lancement de la chaire Ospinomix, nous pensons que les compétences en la matière en France sont encore insuffisantes, qu'elles ont besoin d'être soutenues, qu'elles ont besoin de former des professionnels et des chercheurs des différents champs concernés à l'évaluation médico-économique. Et donc je ne peux que vous féliciter de cette initiative qui, nous en sommes certains, contribuera à renforcer l'évaluation médico-économique et socio-économique en France. Merci beaucoup. Alors, Sylviane Gastaldo, je travaille au commissariat général à l'investissement où je m'occupe d'évaluation des investissements publics. Alors, une loi du
31 décembre 2012, qui a échappé à pas mal d'économistes, impose dorénavant que tout projet d'investissement civil financé par l'État ou ses établissements publics, et donc les établissements publics de santé, fasse l'objet d'une évaluation socio-économique préalable. Et cela, c'est une affirmation depuis le 31 décembre 2012. Cette loi est intéressante puisqu'elle complète, cette première phrase est complétée par « lorsque le montant total du projet excède un seuil qui a en fait été fixé à 100 millions d'euros, l'évaluation est soumise à une contre-expertise indépendante préalable ». Alors c'est là que ça devient vraiment très intéressant. Il ne suffit pas de faire un petit dossier dans un coin et dire « j'ai mon dossier d'évaluation socio-économique, tout va bien ». Il faut produire un dossier qui résiste à une contre-expertise indépendante. Alors le CGI pour lequel je travaille est chargé d'organiser cette contre-expertise indépendante, puisque vous imaginez bien que certains ministères nous disent « écoutez, il n'y a pas d'experts indépendants, donc nous allons faire nous-mêmes la contre-expertise indépendante et tout ira bien ». Donc, pour le monde de la santé, l'article de loi dont je viens vous parler est tout à fait général. Donc, on parle d'infrastructures de transport, bien sûr, mais on parle d'hôpitaux, comme on parle de palais de justice, comme on parle de reconstruction d'écoles sur le plateau de Saclay. Donc, on touche à des thèmes extrêmement différents. Dans le thème de la santé, c'était un petit peu troublant de se dire on a des reconstructions d'hôpitaux dans les cartons, on a beaucoup de dossiers à débloquer. Comment est-ce qu'on pourrait bien faire une analyse coût-bénéfice sur la reconstruction d'un hôpital ? Mon Dieu, comment faire ? Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers dans la salle, donc je suis très preneuse et très intéressée par des expériences étrangères. Mais face à la difficulté qu'on avait, le ministère de la Santé nous a d'abord dit qu'il y avait à l'ANAP, qui est une agence nationale à l'appui à la performance, des bases de données extrêmement intéressantes sur les activités des établissements et qu'il y avait un certain nombre de benchmarks qui avaient été faits en matière de ratio, de surface et de coût. Donc on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur ces instruments qui sont mis à disposition par l'agence et que le dossier d'évaluation socio-économique que les hôpitaux devaient produire, il allait porter sur l'évaluation du dimensionnement, combien est-ce qu'on allait porter de lits, quelle surface, quel coût de construction, mais que dans un premier temps, on allait on allait renoncer à essayer de qualifier les gains, les bénéfices, ou même les bénéfices en termes de quali pour la reconstruction d'un hôpital. Donc, pour le moment, le dossier d'évaluation socio-économique qui est préparé, et qui est soumis à contre-expertise lorsque le projet est coûteux. Il propose une analyse de l'offre de soins sur le territoire et un dimensionnement du capacitaire. Il propose une analyse des aspects immobiliers, y compris quelques aspects sur les coûts futurs d'exploitation. Et puis, on évoque les aspects financiers parce qu'il est quand même un petit peu raisonnable de vérifier qu'il y a soutenabilité financière au moins quelques années après l'ouverture du bâtiment. On n'a pas une profondeur, on ne regarde pas à 40 ou 50 ans, mais vérifier quand même que l'hôpital ne se met pas en grande difficulté. Alors, tous ces savoir-faire, ils ne sont pas toujours complètement formalisés. Et lorsqu'on a accepté ce mode d'évaluation, la question a été, mais quels sont les experts capables donc de regarder cela ? Et donc, dans la mesure où ce savoir-faire n'était pas complètement formalisé, la solution qui a été retenue, c'est un jugement par les pairs, autrement dit un jugement anonyme. Il a fallu organiser l'anonymat des contre-expertises. Mais donc, ce sont des personnes en responsabilité dans des hôpitaux ou qui ont eu à connaître de ce genre de fonctions qui examinent les dossiers de leurs homologues. Pour le moment, aucun économiste n'a encore été convié à faire partie d'une équipe de contre-expertise. Alors le bilan de tout cela, ça marche. Ça marche parce que, alors c'est moi qui le dis, le ministère de la Santé le dit aussi, je pense, les projets sont objectivement mieux évalués. Et on a la sensation que certains ont été améliorés, vraiment. Donc, net progrès par une innovation en termes de procédure.
je dois dire aussi que la menace de la contre-expertise indépendante fait beaucoup et que il me semble que mes homologues à la santé disent de temps en temps à des directeurs d'hôpitaux « Ah non, votre dossier n'est pas assez bon pour passer en contre-expertise, ça va être un massacre. Donc, revoyez encore un peu votre copie. » Donc, je ne suis pas sûre d'être toujours très populaire auprès des directeurs d'hôpitaux. Je voudrais quand même vous dire que l'expérience dont je vous parle, elle est récurrente. On en est quand même au 8e dossier de reconstruction d'hôpital qui arrive. Et puis, ce n'est pas fini. On en aura 5 à 10 par an, en gros. Hein. On a fait cette année un inventaire des projets d'investissement. Il y a à peu près 7 milliards d'euros de projets de reconstruction d'hôpitaux en France. Donc, vous voyez qu'on va avoir des bases un peu solides à partir d'exemples réels pour commencer à réfléchir. Où sont les marges de progrès ? Les marges de progrès, elles sont dans l'introduction d'une analyse économique plus poussée. Elles sont dans la définition de méthodes un peu plus solides pour réfléchir au dimensionnement d'un hôpital en fonction de l'évolution démographique, en fonction de la concurrence sur le territoire. C'est pas du tout la même chose si on est sur une île et si on est dans la région parisienne ou proche de la région parisienne. Et évidemment, en fonction de l'évolution des pratiques. Il faut prendre en compte le développement de l'ambulatoire, entre autres. Et puis, bien sûr, rêvons. Un jour, on arrivera peut-être à faire des évaluations des bénéfices. Pour le moment, on a bien conscience qu'on se contente d'essayer de contenir les coûts de façon raisonnable et de ne construire que du raisonnable. Alors, la chaire Ospinomix, j'ai anticipé la question, la chaire Ospinomix, pour moi, c'est d'abord l'espoir de repérer des avancées de la recherche qui peuvent être utiles dans l'analyse très concrète qu'on peut faire sur des projets d'investissement, et puis un accès facilité à des bonnes pratiques à l'étranger qui ne sont pas faciles forcément à repérer dans son coin sur Internet. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je suis Dominique Libaud. Alors, je suis directeur d'une école qui s'appelle l'École nationale supérieure de sécurité sociale, qui forme les cadres dirigeants de la sécurité sociale, notamment ceux de l'assurance maladie. Et donc, c'est notamment à ce titre que Lise Rocher m'a invité, parce que pour l'assurance maladie, je crois, c'est pas Magé Rabat qui va me démentir, vu qu'on est le jour de la commission des comptes, bientôt le PLFSS, une des questions qui sera posée pendant des années, des décennies, c'est 1 euro investi par la puissance publique en matière de santé est-il bien investi ? Et nous sommes tous, et notamment les parlementaires et tous ceux qui travaillent sur la gestion publique de santé, comptables de cette question vis-à-vis de nos compatriotes. Effectivement, est-ce que cet euro il est bien investi ? Ces études médico-économiques sont évidemment potentiellement très intéressantes pour répondre à cette question. Donc, l'école s'y intéresse, mais c'est aussi, je pense, en ma qualité d'ex-directeur de la sécurité sociale, que j'ai été invité à ce titre. J'ai commis quelques méfaits en la matière, à savoir, il y a 10 ans, j'ai notamment essayé de concevoir une loi loi de 2004, qui a notamment créé la Haute Autorité de Santé, dont on va fêter donc les 10 ans. Et dès l'époque, je souhaitais une commission médico-économique, et à l'époque, ça avait été jugé encore un peu trop avant-gardiste. Ce qui montre bien d'ailleurs que quand même les mentalités ont évalué. C'était encore en 2004 jugé un peu trop impertinent de parler de médico-économie en matière de santé. On voulait bien créer une autorité de santé, mais pas encore de commission médico-économique. Il a fallu effectivement 4 ans pour que je puisse enfin aller au bout de mon idée et créer la commission qui a été confiée à Lise Rocher. Et par ailleurs, et j'en parlais peut-être un peu plus, j'ai lancé, notamment avec Marine Jantet qui est à ma droite, deux projets qui s'appellent les nouveaux modes de rémunération, ENMR pour les spécialistes, et puis le parcours de santé pour les personnes âgées, PAERPA, et 2 projets sur lesquels il m'a semblé essentiel d'associer une évaluation. Et ça m'a donné l'occasion de réfléchir, tout en n'étant absolument pas spécialiste de l'évaluation médico-économique, à ce que peut apporter une évaluation et les conditions. Alors c'est vrai que je voudrais juste dire 2-3 petites choses. Premièrement, effectivement, je redis que je pense essentiel à ce type de projet, quand ces démarches, qu'on
qu'on veut un peu innover, mais je pense qu'il faut innover, que les conditions actuelles de finances publiques et tout ça ne doivent pas nous inciter à dire on ne fait rien, mais au contraire à avancer, à innover, mais en ayant sans arrêt le regard de l'évaluation, parce que effectivement il faut oser, il faut expérimenter, il faut faire des choses, mais pouvoir effectivement ensuite choisir, trancher pour pouvoir dire ce qu'on généralise pas. Donc l'évaluation est une condition d'innovation, et l'innovation est plus que jamais nécessaire au jour d'aujourd'hui dans nos systèmes de pilotage des politiques de santé. Donc oui à l'évaluation. Mais ensuite, effectivement, il faut se demander quelle évaluation et à quelles conditions. Quelle évaluation? Alors, c'est une question qu'on se pose, notamment qu'on s'est posée sur le parcours des personnes âgées. On a distingué 3 types d'évaluation. L'évaluation bien sûr finale, l'évaluation médico-économique attendue, c'est-à-dire que finalement qu'est-ce que produit le système qu'on met en place en termes de bienfaits pour la population, à quelles conditions économiques, etc. Là, l'évaluation rigoureuse qu'attendent tous les économistes de la santé. Et je l'admets et je la souhaite. Mais il faut aussi être honnête. Cette évaluation, elle va venir assez longtemps après. Parce que pour que se produisent les phénomènes que l'on souhaite, notamment en termes d'amélioration de l'état de santé de la population, qui lui-même, par exemple, en termes de parcours, va permettre d'éviter des hospitalisations, donc des coûts élevés pour le système. Donc effectivement, on attend des retours positifs. Bon. Mais tout ça, ça va mettre du temps. Et l'évaluation, elle est complexe, elle demande de prendre des groupes qui ne sont pas dans l'évaluation, etc. Il faut la faire, mais ça va prendre du temps. Et soyons francs, par rapport au processus de décision politique, il y a un sujet pas totalement évident entre cette évaluation médico-économique totalement rigoureuse et le politique. Donc il faut aussi qu'elle soit accompagnée d'autres évaluations. Une évaluation, alors une première évaluation, je repars tout de suite à la base, c'est est-ce que simplement ce que l'on essaye de faire, ça marche, ça fonctionne, est-ce que les gens adhèrent, si on lance un parcours avec de santé, avec par exemple un plan personnalisé de santé, est-ce qu'il y a des plans personnalisés, combien de médecins le font, qui c'est qui adhère, etc. Ça a l'air bête, mais n'oublions pas ce premier aspect de l'évaluation qui est essentiel. L'usage, est-ce que ça marche? Est-ce que les gens adhèrent? Ce qui veut dire aussi tout de suite, dans l'économie, la question de l'adhésion des acteurs me semble une question assez fondamentale. La cible, c'est bien, mais aussi la façon dont les acteurs adhèrent ou pas et font fonctionner le système me semble absolument essentiel dans les processus d'évaluation. Et puis, deuxièmement, est-ce que ça marche, effectivement? Et ensuite, deuxièmement, aussi une question, comment ça marche? Pourquoi ça marche? Et qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien? C'est-à-dire, dans des processus d'expérimentation, des processus de préfiguration, ce qui nous intéresse, c'est aussi, évidemment, essayer de voir comment on va généraliser. Par exemple, toutes ces questions d'intégration, de processus de coordination des professionnels, très honnêtement, j'imagine mal qu'un jour, les pouvoirs publics disent « Ah ben, on va repartir en arrière, finalement, c'est mieux que chacun travaille de façon très isolée. C'est beaucoup mieux que la coordination. On n'a pas montré que la coordination, ça ne marchait pas vraiment. » Donc, bon, le sujet, c'est de savoir comment la coordination marche, comment, effectivement, on fait adhérer, comment ça produit des effets positifs, à quelles conditions. C'est là, c'est ça qui m'intéresse le plus dans l'évaluation, peut-être que le produit final, et de savoir, effectivement, si l'ensemble du projet fonctionne. Voilà, donc tout ce que je voulais dire, donc effectivement, vous me faites respecter le temps, mais oui, j'ai quasiment fini, c'est les différents stades de l'évaluation, quelle évaluation, et à quelles conditions. Ça sera ma dernière remarque, et là peut-être aussi un souhait pour la chaire, j'en ai parlé avec Lise Rochet, c'est aussi, je suis frappé dans ces débuts d'évaluation, parce qu'on a quand même plus d'évaluation aujourd'hui sur les programmes lancés par l'État, sur les programmes lancés par l'assurance maladie, sur Sophia, sur Prado, etc. Il commence à y avoir des évaluations. Mais je ne suis pas sûr, honnêtement, qu'on évalue toujours de façon homogène. Et je suis un peu perplexe quelquefois sur des méthodologies. Alors ça s'explique tout à fait. Et sans doute ne faut-il pas non plus aller trop loin dans une rationalisation méthode. Mais quand même, aujourd'hui, face à des évaluations aussi diverses, pas toujours simple de trancher, de se dire effectivement qu'est-ce qui est le plus utile, etc. Donc je crois qu'une réflexion sur les méthodologies d'évaluation serait aussi très utile dans le travail de la chaire.
Merci beaucoup. Je m'appelle Michel Fournier. Je vais m'efforcer de remplacer Claude Evin, directeur général de l'ARS Île-de-France, dont je suis le conseiller médical. C'est une très bonne nouvelle, Ospinomix, pour la région. Pas seulement pour la paix, mais aussi pour la région. Et pour les raisons suivantes. Il y a une dérive du système, compris par les médecins, voilà, le prisme est médical, du PMSI, dans la mesure où les médecins ont appris à compter depuis une dizaine d'années. Je parle essentiellement des médecins hospitaliers. Ils ont compris le sens des euros, ils voient ce que ça veut dire, ils ont compris les budgets, les recettes, les dépenses, et comment le fait de coder aboutit à des recettes. Bon. Donc ils ont avancé dans ce système, ils sont emparés comme ils pouvaient du système, ils ont appris à le rendre plus performant en fronçant les sourcils avec difficulté, malgré la complexité croissante, bien entendu, des systèmes de codage qui atteignent des sommets maintenant. Et la deuxième partie de ce qui était consubstantiel du PMSI, c'est-à-dire l'information médicale, est en train de disparaître. Alors, je suis un peu pessimiste, un peu dur, mais c'est un vrai problème. Donc on compte de plus en plus et de mieux en mieux avec les contraintes budgétaires majeures, et l'information médicale contenue dans le codage, GHM, les codes, ainsi de suite, n'est pas utilisée à hauteur de ce qu'elle pourrait apporter. Je parle de la France, hein, je ne parle pas d'autres pays. Je pense que c'est très regrettable. Et ça touche l'essentiel des points qui ont été abordés depuis 13h30 tout à l'heure. Aussi bien en termes d'évaluation qu'en termes de réflexion sur des projets de travail. Alors moins quand c'est une recherche académique parce qu'on prévoit tout, bien entendu. Mais dans la modulation prévue, par exemple, pour l'introduction de configurations nouvelles dans les parcours de soins, ou de virage vers l'ambulatoire, ou de systèmes plus complexes de prise en compte de personnes âgées par RPA, mais il y en a d'autres. On ne fait rien sans une mesure de l'existant. C'est à partir de la mesure de l'existant qu'on peut commencer à réfléchir et voir où l'on va. Or, la mesure de l'existant, c'est certes les euros en termes médico-économiques, mais sur la partie médicale, c'est l'information médicale. Alors, est-elle au point? Est-elle utilisable? Eh bien, il y a des hétérogénéités majeures, y compris dans nos hôpitaux, y compris parmi les plus performants de nos hôpitaux. Et je crois que Ospinomix, sous cet angle-là, c'est la première réponse, peut être un levier puissant pour remettre à son niveau l'information médicale, pour rappeler comment elle peut être utilisée, pour inciter les hôpitaux dans leur système à mieux l'agréger, et puis à réfléchir aux moyens qui sont insuffisants pour l'analyser. Alors ce n'est pas propre à la paix, bien entendu. On le voit dans les 450 ou 480 établissements de santé de l'Île-de-France, et probablement ailleurs aussi. Mais encore une fois, c'est une carence qui nous gêne, c'est un nous collectif, hein, et qui, je crois, mériterait d'être corrigée. Et donc Ospinomix égale levier déjà pour corriger ça. Deuxièmement, en Île-de-France, vous le savez tous, bien sûr, nous le savons tous, il y a une très grande hétérogénéité de situations. Réfléchir aux parcours âgés, personnes âgées, réfléchir à reconfiguration, je peux faire un commentaire sur les personnes âgées, reconfiguration d'un parcours dans le cancer, alors qu'il doit y avoir 92 types de cancers différents. Dans les maladies chroniques, chacune est différente. Qu'on m'explique le point commun entre une insuffisance rénale chronique dont l'essentiel du problème, c'est le type de dialyse et la greffe rénale, et puis une insuffisance respiratoire chronique, c'est un tout autre problème de forfait oxygène et de coût, ou encore d'autres types de maladies chroniques. Chacune doit être analysée de façon différente. Ces discriminations nécessitent des données agrégées, séparées, analysées. Est-ce le cas actuellement? Non. Donc il y a cet effort à faire. Ce n'est pas tout de lancer, bien entendu, un certain nombre de domaines de reconfiguration de parcours si on ne prévoit pas l'application. Donc il y a une hétérogénéité naturelle typologique, selon les grands cadres. Et puis il y a une hétérogénéité terrible qui est géographique. Autrement dit, on ne peut pas travailler de la même façon sur le 93, le 94 Est et le 95, ils sont à peu près superposables sur tous les indices. Et puis la partie ouest de Paris. Alors on le sait tous, bien entendu, mais encore une fois, l'analyse médico-économique, quand on veut reconfigurer un parcours de soins ou autre chose, nécessite de discriminer selon les territoires. Et si j'ai bien compris,
ce qui est prévu dans la loi à venir, notamment le service territorial de santé, c'est-à-dire cet effort pour regrouper l'ensemble des services sur une base géographique à définir d'ailleurs, compliqué ça, nécessitera encore plus d'informations médicales, couplées bien sûr avec des projections économiques quand on veut modifier le système. Donc voilà, c'est un plaidoyer, vous l'avez compris, pour une information médicale beaucoup plus élaborée, organisée, exhaustive et systématique. Nous n'en sommes pas là, mais je pense encore une fois que Hospinomics peut être un levier très important pour diffuser cet effort et l'amplifier. Merci. Très bien, merci. Ça va être rapide. Moi, je suis Marine Janté, je travaille à l'Inspection générale des affaires sociales. Je suis plus ici en observation comme expert, c'est pour ça que je voulais un petit peu parler plutôt à la fin. Plutôt pour vous informer qu'on a un travail important en cours au sein de l'IGAS sur justement l'évaluation médico-économique et son lien avec la décision publique. C'est une mission du programme de travail de l'IGAS qui a été lancée à peu près depuis mi-mai, normalement, à peu près, oui, c'est mi-mai. Donc on devrait terminer fin octobre, début novembre. Donc c'est pour vous donner un petit peu le cadre de cette évaluation, parce que c'est exactement en lien avec la journée qu'on vient de passer. Donc l'idée, c'est effectivement de faire déjà un bilan de l'ensemble des actions d'évaluation des médico-économiques qui se réalisent actuellement en France, sur un champ très large, bien évidemment sur les produits de santé, parce que c'est le sujet sur lequel il y a le plus d'avancées pour le moment. Mais même si on a bien compris que c'était pas les études co-efficacité n'étaient pas l'alpha et l'oméga de la médico-économie, mais on travaille aussi sur l'ensemble des stratégies de prise en charge. On va regarder ce qui se fait sur l'ensemble des stratégies de prise en charge, les stratégies de prévention, les investissements hospitaliers. Donc certaines personnes en ont déjà parlé ici. Et puis l'idée, c'est qu'après, à l'aide aussi de benchmarks internationaux, c'est-à-dire qu'on est allé beaucoup regarder ce que faisait le NICE, bien évidemment, également le KCE en Belgique. On a aussi eu des contacts avec l'Allemagne et la Suède. Donc on essaie de faire des monographies aussi de ce qui se passe dans les autres, l'état d'avancement et l'organisation de l'évaluation médico-économique, en lien toujours avec, vraiment notre prisme, c'est en lien avec la décision publique. Et on va essayer après de proposer des pistes d'évolution en France. Est-ce qu'il faut continuer? Si oui, sur quel champ? Avec quel type de ressources? Sachant qu'effectivement, les ressources sont quand même limitées, qu'elles soient en termes financiers, mais aussi moyens humains. On sait bien qu'on n'a quand même pas encore beaucoup non plus d'économistes disponibles en France. Donc comment organiser en s'inspirant de la manière dont on fait d'autres pays? Voilà, et donc essayer de proposer des évolutions, sachant que voilà, c'est work in progress. On voit bien que les choses sont en train de se mettre en place il y a des champs plus avancés que d'autres. Donc essayer de tirer des enseignements de ce qui se fait déjà en France et ailleurs pour ne pas reproduire certaines erreurs ou au contraire s'inspirer de certaines bonnes idées. Voilà. Merci. Merci bien. Moi, je ne suis qu'un pauvre député, désespéré, pas pour des raisons politiques conjoncturelles, mais en fonction du rapport dont je suis chargé, c'était l'équilibre des comptes. Ah oui. Et je sors de la commission des comptes de la sécurité sociale. Mais je suis d'emblée quand même rassuré par ce que vient de dire Mme Janté, de voir que très certainement on va avoir rapidement des instruments et de bonnes briques pour travailler sur, au fond, ce que j'attends un petit peu moi d'Hospinomics, c'est qu'on indique aux législateurs quels sont les bons mécanismes à faire passer dans le domaine législatif pour que, selon l'expression de M. Libaud, un euro engagé soit un euro efficace. Bon, à titre personnel, je me suis un petit peu inquiété, voire même parfois énervé, sur quelques questions liées aux médicaments. Bon. Il y avait l'affaire du Lucentis. Pensez atteindre des sommets là. En 2013, c'était plus de 400 millions d'euros à la charge de l'assurance maladie. C'était la charge la plus lourde. Mais en 2014, on a fait beaucoup mieux. Puisqu'avec le Sovaldi, on va peut-être en être à 1 milliard d'euros en 2014. Donc,
c'est ça que nous attendons. Donc, alors, si j'ai bien compris, l'IGAS travaillant avec Hospinomics, nous allons être nourris de bonnes idées. On sera peut-être un peu moins désespérés sur nos comptes. Après le reste, on verra. Qu'est-ce que j'attends aussi d'Hospinomics ? Je me base simplement sur ce que je viens d'entendre là. Non pas d'essayer de faire des parlementaires des spécialistes en médico-économie. Moi, j'ai essayé un petit peu de regarder ce qui se passait pour le médicament. J'ai retenu 4 éléments, 4 dimensions qu'il fallait retenir, mais sans avoir rien compris au schéma qui s'accompagne. Parce que quand on fait l'analyse médico-économique d'un médicament, on a la dimension coût-coût, puis la dimension coût-utilité, puis la dimension coût-efficacité, puis la dimension coût-bénéfice au bout du compte. Voilà. Et j'en suis encore à me demander comment on va pouvoir mixer tout ça, notamment en ce qui concerne les 2 exemples que je viens de citer, bien parmi d'autres. J'attends aussi d'Hospinomics des choses un petit peu plus simples. Par exemple, qu'on puisse obtenir de la HAS, Monsieur le Président, des indications de recommandation très précises de manière à ce que ensuite la CNAM et les niveaux de remboursement et les options de remboursement ou de déremboursement puissent être basées sur des options médicales précises pour pouvoir ensuite en faire des options médico-économiques. J'attends aussi d'Hospinomics qu'il puisse après tout indiquer, puisqu'on parlait tout à l'heure de construction d'hôpital, indiquer comment aujourd'hui il va falloir qu'on construise des hôpitaux adaptés au numérique. Puisqu'on parle de révolution numérique, ça va aussi très certainement révolutionner la construction des hôpitaux. Je pourrais, avec un petit clin d'œil, dire que j'attends d'Hospinomics que vous enseignez à la Cour des comptes, qui vient de nous produire un rapport remarqué, critiqué, comment faire pour faire accepter aux médecins les sanctions que réclame la Cour des comptes lorsque les indicateurs permettant la rémunération sur objectifs de santé publique ne sont pas atteints. Vous qui êtes l'inventeur, vous serez aussi très certainement, si on a le moyen, de faire accepter ça aux médecins avec des arguments médico-économiques qui pourtant, je crois, seraient très très utiles. Hospinomics pourrait aussi peut-être indiquer à la Fédération des hôpitaux de France comment, pour faire la révolution du premier recours, ça devrait s'accompagner dans un contexte de contraintes budgétaires et de croissance molle durable, comment faire pour réduire la voilure des hôpitaux et les aider à faire les fusions dans le cas des groupements hospitaliers de territoire. Je pourrais attendre aussi d'Hospinomics, petit clin d'œil, comment faire en sorte que les hôpitaux investissent de manière efficiente dans leur système d'information au moment de la révolution du premier recours, de la révolution numérique et de la nécessité urgente de l'interopérabilité entre établissements et avec la ville. Et enfin, j'attends d'Hospinomics quelques cours particuliers pour faire, je le répète, de moi un rapporteur de l'équilibre des comptes moins désespéré.